Dans cette deuxième capsule vidéo sur le chapitre 9, nous allons parler de la position relative de deux plans. Alors, quand on parle de la position relative de deux plans, on cherche comment deux plans se positionnent un par rapport à l'autre. Et il y a trois possibilités. Ils peuvent être parallèles distincts, ils peuvent être parallèles confondus, ou encore ils peuvent être séquents. Alors, quand on va étudier la position relative des plans, voici un peu le plan de match qu'on va utiliser. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que les plans sont parallèles ou séquents? Si on découvre que les plans sont parallèles, ben on va se poser par la suite une autre question. On va se demander est-ce qu'ils sont parallèles distincts ou confondus? Et s'ils sont parallèles distincts, ben on va être capable aussi de trouver la distance qu'il y a entre les plans. Alors que si à la première question, on répond que les plans sont séquents, ben à ce moment-là, on va pouvoir trouver aussi d'autres informations comme la droite d'intersection et également l'angle qu'il y a entre les deux plans. Alors, on va étudier la position relative des plans à l'aide d'un exemple. Alors, dans l'exemple suivant, on vous demande de déterminer la position relative donc de chacune des paires de plans suivantes. Et si les plans sont parallèles distincts, ben, on vous demande de calculer la distance entre les plans. Et s'ils sont séquents, de trouver la droite d'intersection et l'angle entre les deux plans. Alors, on a un premier plan ici qui est exprimé sous sa forme cartésienne. Et on a un deuxième plan ici qui est exprimé sous sa forme paramétrique. Alors, pour répondre à la première question, donc, est-ce que les plans sont parallèles ou séquents? Ben, on va déterminer qu'ils sont parallèles si on a le vecteur normal d'un plan qui est perpendiculaire au vecteur directeur de l'autre plan, qu'on va vérifier avec le produit scalaire, ou si le vecteur normal du premier plan est parallèle au vecteur normal du second. C'est-à-dire que le vecteur n2 va être égal à k fois le vecteur n1. Et on a ici la représentation sur des schémas. Vous voyez, dans le premier schéma, ben, on a le vecteur normal ici qui est perpendiculaire aux deux vecteurs directeurs. Et ici, on a les deux vecteurs normaux qui sont parallèles. Alors, on va revenir à l'exemple que je vous ai présenté tout à l'heure et on va répondre à la première question, est-ce que les plans sont parallèles ou séquents? Pour que les plans soient parallèles, il faudrait que le vecteur normal du premier plan soit perpendiculaire aux deux vecteurs directeurs du deuxième. Alors, on va vérifier cette information-là. Pour le premier plan, le vecteur normal sera le vecteur 1, moins 1, moins 1. Alors que pour le deuxième plan, les deux vecteurs directeurs, qu'on va appeler U3 et U4, seront les vecteurs 4, 2, 0 et moins 2, 1, moins 1. Alors, on va vérifier si le vecteur normal est perpendiculaire aux deux vecteurs directeurs. Et pour faire ça, on va utiliser le produit scalaire. Vous vous rappelez que quand deux vecteurs sont perpendiculaires, ben, il faut que le produit scalaire donne 0. Alors, on va vérifier dans un premier temps, est-ce que le vecteur n1 est perpendiculaire au vecteur u3? Ben, on va faire le produit scalaire. Et quand on fait le produit scalaire, ben, vous pouvez voir, hein, ça donne 2 comme résultat. C'est pas égal à 0. Donc, comme c'est pas égal à 0, ben, ça veut dire à ce moment-là que les deux vecteurs ne sont pas perpendiculaires. Et ça veut dire que les plans sont séquents. Et voici à quoi ça ressemble les plans séquents. Alors, ça veut dire qu'éventuellement, on devra trouver la droite d'intersection. Alors, pour trouver la droite d'intersection, comment on va procéder? Ben, on va tout simplement prendre l'équation cartésienne des deux plans et on va résoudre le système d'équations linéaires qu'on va obtenir avec ces deux équations cartésiennes-là. Alors, revenons à notre exemple. Pour trouver les équations cartésiennes, ben, pour le plan π1, c'est simple, c'est déjà sous forme cartésienne, alors on l'a déjà. Pour le plan π2, ben, on a les deux vecteurs directeurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un vecteur qui est perpendiculaire aux deux vecteurs directeurs. Et pour trouver un vecteur qui est perpendiculaire aux deux vecteurs directeurs, ben, on a juste à faire le produit vectoriel. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va dire que le vecteur normal du deuxième plan, qu'on va appeler n2, il va être égal à u3 fois u4, le fois étant le produit vectoriel. Alors, on va résoudre ce produit-là en faisant le déterminant que vous voyez à l'écran. Et ça nous donne le vecteur moins 2,
4, 8. Alors, l'information que ça nous donne, ça veut dire que l'équation cartésienne du deuxième plan, elle est de la forme moins 2x plus 4y plus 8z moins d égale 0. Et pour trouver la valeur de d, ben, j'ai besoin d'un point du plan. Et à partir de l'équation paramétrique, ben, je sais déjà que le plan π2, il va passer par le point 5, 0, 3. Alors, si je remplace le point 5, 0, 3 dans la forme générale d'équation cartésienne que j'ai trouvée, ben, ça va me donner moins 2 fois 5 plus 4 fois 0 plus 8 fois 3 moins d. Et ça veut dire que je trouve que d est égal à 14. Alors, ça veut dire que l'équation cartésienne de π2 va donc être moins 2x plus 4y plus 8z moins 14 égale 0. Maintenant que j'ai la forme cartésienne, l'équation cartésienne des deux plans, ben, je vais résoudre le système d'équations linéaires qui leur est associé, que vous avez actuellement à l'écran. Et pour résoudre ce système d'équations linéaires-là, on va utiliser la méthode de Gauss. Alors, voici notre matrice augmentée. Ensuite, pour se rendre à la forme échelon, ben, on va faire ligne 2 plus 2 ligne 1. Alors, ça me donne cette nouvelle matrice-là. Et à partir de ça, je peux voir qu'il me reste deux inconnus, mais il me reste trois inconnus, pardon, mais j'ai deux équations. Donc, j'ai une infinité de solutions. Et je peux trouver la forme générale des solutions de ce système. Alors, si j'isole y dans ma deuxième équation, ben, je vais trouver au départ que 2y plus 6z égale 12. Donc, finalement, que y est égal à 6 moins 3z. Et si je substitue ce résultat-là dans la première équation, je me retrouve avec x moins y moins z égale moins 1 qui me donne x moins, entre parenthèses, 6 moins 3z moins z égale moins 1. Alors de ça, je peux déduire que x est égal à 5 plus 2z. Donc, si on suppose que z est égal à k, ben on a comme solution x est égal à 5 plus 2k, y est égal à 6 moins 3k, et z est égal à k, où k est élément d'un réel. Et on va voir un petit peu plus tard, dans 2-3 cours à peu près, que ce qu'on vient de trouver là, ben, c'est l'équation paramétrique d'une droite. Alors, quand on va étudier l'équation des droites dans 2 ou 3 cours, ben, c'est ce que vous allez apprendre. Donc, ce qu'on vient de trouver là, c'est l'équation paramétrique d'une droite. Alors, quand on a deux plans qui sont séquents, c'est possible de trouver l'angle qu'il y a entre les plans. Ces deux angles-là sont supplémentaires parce qu'ils donnent une somme additionnés ensemble, donnent une somme de 180 degrés. Alors, on a l'angle θ qui est ici et on a l'angle alpha qui est là. Pour trouver l'angle θ, ben, si vous remarquez la figure qui est ici, c'est un quadrilatère. Et on sait que dans un quadrilatère, la somme des angles va donner 360 degrés. Les deux côtés de ce quadrilatère-là sont formés par les vecteurs normaux, donc des vecteurs qui sont perpendiculaires au plan. Donc, on sait que les deux angles qui sont là sont de 90 degrés. Alors, ça veut dire que la somme des deux angles qui sont là doit donner 180 degrés. L'angle alpha est ici. Ben forcément, l'angle qui est là, ce sera l'angle θ. Alors, pour trouver l'angle θ, ben, l'angle θ, on va le trouver en faisant l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs normaux. Alors, quand on souhaite trouver l'angle qu'il y a entre deux plans, ben, on effectue d'abord le arccos de n1 par n2 sur la norme de n1 par n2. Le produit qu'on fait, bien sûr, est un produit scalaire. Et pour trouver l'angle alpha, ben, on va faire 180 degrés moins le θ qu'on va avoir trouvé précédemment. Alors, si on revient à notre exemple, ben, on sait que le vecteur normal du premier plan, ben, c'est le vecteur 1, moins 1, moins 1. Le vecteur normal du deuxième, c'est le vecteur moins 2, 4, 8. Alors, pour trouver θ, ben, on fait arccos de n1 par n2 sur norme de n1 par norme de n2, ce qui nous donne 151,9 degrés. Et finalement, pour trouver l'autre angle, qu'on va appeler alpha,
ben, c'est 180 degrés moins 151,9 degrés qui est égal à 28,1 degrés. Avec le logiciel GeoGebra, j'ai fait une représentation graphique des deux plans. Et vous pouvez voir hein, qu'effectivement, les deux plans sont séquents et que la droite d'intersection, ben, c'est cette droite-là que vous avez ici. Et quand j'ai pris une vision de côté, si on veut, des deux plans en question, ben, vous pouvez voir justement les angles qu'on a entre les deux plans. Allons-y maintenant d'un autre exemple avec deux autres plans. Donc, toujours la même question que tout à l'heure, c'est-à-dire de trouver la position relative de chacune des paires de plans, ben, de la paire de plans que vous avez là. S'ils sont parallèles distincts, de calculer la distance entre les plans. Et s'ils sont séquents, de trouver la droite d'intersection et l'angle entre les deux plans. Et cette fois-ci, les deux plans vous sont donnés sous leur forme vectorielle. Alors, on va répondre à la première question, qui est de se poser la question si les plans sont parallèles ou séquents. Alors, ce que je vais faire pour trouver réponse à la question, je vais trouver le vecteur normal du premier plan et le vecteur normal du deuxième plan, et on va vérifier par la suite si ces vecteurs-là sont parallèles ou pas. Alors, pour trouver le vecteur normal du premier plan, ben, je vais avoir besoin des deux vecteurs directeurs, et je les ai ici. J'ai le vecteur -2, 1, 0 et -3, 4, 5. Alors, en effectuant le produit vectoriel de ces deux vecteurs directeurs-là, j'obtiens le vecteur normal. Et le vecteur normal, ben, ce sera le vecteur 5, 10, -5. Ça, c'est pour le premier plan. Pour le deuxième plan, même chose. J'ai les deux vecteurs directeurs qui sont -2, 3, 4 et -4, 2, 0. Alors, en effectuant le produit vectoriel, je vais trouver le vecteur normal et ça me donne le vecteur -8, -16, 8. Alors maintenant, on va vérifier si les deux vecteurs normaux sont parallèles. Et s'ils sont parallèles, ben, ça veut dire qu'il existe un scalaire k tel que le vecteur normal n2 va être égal à k fois le vecteur normal n1. Alors vérifions si c'est le cas. Est-ce que -8, -16, 8 va être égal à k fois 5, 10, -5? Ben, je peux voir que pour chacune des composantes, j'obtiens comme réponse que k est égal à -8 cinquièmes. Hein, -8 égale à 5k, ben, j'ai obtenu -8 cinquièmes. -16 égale 10k, ben, j'ai obtenu k est égal à -10 seizième, qui est la même chose, -16 dixième, pardon, qui est la même chose que -8 cinquième. Et ici aussi, j'ai obtenu -8 cinquième. Alors ça veut dire à ce moment-là que le vecteur n2 est égal à -8 cinquième fois le vecteur n1. Donc, ça veut dire que n2 est parallèle à n1. Et si n2 est parallèle à n1, ben, ça veut dire que le plan π2 est parallèle au plan π1. Donc, conclusion, ben, les deux plans sont parallèles. On doit maintenant vérifier si les plans sont parallèles, distincts ou confondus. Comment on va faire ça? Ben, on va trouver un point du premier plan et on va vérifier s'il fait partie du deuxième. Si oui, ils sont parallèles confondus. Sinon, ils sont parallèles distincts. Alors, on sait que le point -5, 3, -1 fait partie de π1. C'est ça ici qu'on a. On sait que ça ici, ça correspond à un point qu'on a dans le plan. Alors, est-ce que ce point-là fait aussi partie de π2? Bien, pour le trouver, je vais d'abord trouver l'équation cartésienne de π2. Pour trouver l'équation cartésienne de π2, j'ai besoin de son vecteur normal et on l'a déjà trouvé précédemment. Le vecteur normal de π2, c'est le vecteur n2 égale -8, -16, 8. Alors, je sais que l'équation cartésienne de π2 va être de la forme -8x, -16y, plus 8z, moins d égale 0. Je sais aussi que 6, 1, 4, c'est un point du vecteur π2. Alors, à ce moment-là, je vais le remplacer dans l'équation pour trouver la valeur de d. Alors, si je remplace le point 6, 1, 4 dans l'équation, ben, ça me donne que d est égal à -32. Alors, mon équation cartésienne de π2,
sera moins 8x, moins 16y, plus 8z, plus 32 égale 0. Maintenant, est-ce que le point moins 5, 3, moins 1 satisfait cette équation-là? Bien, on va le remplacer dans l'équation de pi2. Et ça me donne que c'est égal à 16. Et ce n'est pas égal à 0. Alors, le point P ne fait pas partie de pi2. Et conclusion, ben, les plans sont parallèles distincts. Comme les deux plans sont parallèles distincts, ben, on va trouver la distance qu'il y a entre les deux plans. Et pour la trouver, ben, on va regarder les deux schémas que vous avez ici. Il faut comprendre que la distance entre les plans pi1 et pi2, ça correspond au plus court chemin qu'il y a entre les deux. Pour trouver ce plus court chemin-là, ben, si vous remarquez les vecteurs PR qu'on a ici, qui sont constitués d'un point de pi2 et d'un point de pi1 pour le premier schéma, même chose pour le deuxième schéma, ben, on peut constater que la distance entre les deux plans correspond à la projection orthogonale, à la longueur de la projection orthogonale du vecteur PR sur le vecteur normal. Alors, c'est ça qui va nous donner le plus court chemin qu'il y a entre pi1 et pi2, et c'est ça qui va nous donner donc la distance qu'il y a entre les deux plans. Alors, la distance entre les deux plans donc correspond à la longueur de la projection orthogonale du vecteur PR, qui est constitué d'un point du premier plan et d'un point du deuxième, donc qui part d'un point du premier plan jusqu'à un point du deuxième, sur le vecteur normal. Comment on va trouver cette distance-là qu'il y a entre les deux plans? Ben, on va dire donc que la distance entre le point P et le plan Pi, elle est donnée par, on a vu, la projection orthogonale de PR sur le vecteur n. Pour trouver ça, ben, on a vu précédemment dans le chapitre 6 qu'on pouvait faire PR fois n sur n fois n fois le vecteur n, comprendre que le produit qui est ici est bel et bien le produit scalaire. C'est la norme de ce vecteur-là, donc on va utiliser pour trouver la longueur de la projection orthogonale. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ben, PR fois n sur n fois n, c'est un scalaire. Alors, on peut le sortir de la norme en mettant une valeur absolue. Et n fois n, ben, c'est la norme de n au carré. Et là, ben, on peut simplifier la norme de n au carré avec la norme de n. Donc, il va nous rester la valeur absolue de PR fois n sur la norme de n. C'est ça qui va nous donner donc la longueur de la projection orthogonale du vecteur PR sur le vecteur normal. Et c'est aussi cette formule-là donc qui va nous donner la distance entre le plan pi1 et le plan pi2. Donc, ce sera la valeur absolue de PR fois n sur la norme du vecteur n. Et dans ça, il faut comprendre que le P, c'est un point quelconque d'un plan. Le R, c'est un autre point quelconque de l'autre plan. Et que n, ça correspond au vecteur normal d'un des deux plans. N'oubliez pas que les vecteurs normaux sont parallèles, alors peu importe le vecteur n qu'on prend, on va arriver au même résultat. Alors, allons-y avec nos deux vecteurs de l'exemple. Je veux trouver la distance qu'il y a entre les plans. Alors, je sais que le point moins 5, 3, moins 1 fait partie de pi1. Et je sais aussi que le point 6, 1, 4 fait partie de pi2. Pour trouver le vecteur PR, ben, on procède comme d'habitude en prenant les coordonnées du point R moins celles du point P. Alors, ça me donne le vecteur 11, moins 2, 5. Le vecteur normal, ben, puisqu'ils sont parallèles, on peut utiliser à notre choix le vecteur N1 ou le vecteur N2. Alors, je vais prendre le vecteur N1 qu'on a trouvé précédemment, qui est le vecteur 5, 10, moins 5. Et je vais effectuer le calcul, donc, du produit scalaire de PR fois n sur la norme de n,
Donc, ça me donne la valeur absolue de 10 sur racine de 150. Alors, ce sera ça la distance qu'il y a entre le plan pi1 et le plan pi2. Donc, la distance, elle est de 10 sur racine de 150 unités. Petit conseil en terminant, quand on a l'équation cartésienne d'un plan puis qu'on veut trouver un point de ce plan-là, ben c'est toujours facile d'en trouver un en posant deux variables sur 3 égales à 0. Par exemple, si vous avez le plan pi 3x moins 2y plus z égale à 5, puis vous voulez trouver un point de ça, ben vous avez juste à poser x égale 0 puis y égale 0 et vous allez trouver à ce moment-là que z est égal à 5. Alors on sait immédiatement que le plan passe par le point 0, 0, 5. Alors, quand vous souhaitez trouver des points, ben, vous avez juste à les trouver comme ça en posant des valeurs égales à 0, puis ça va se trouver très facilement. Petit avertissement aussi, aux pages 458 et 459 du manuel, on donne d'autres formules pour trouver la distance qu'il y a entre deux plans. Euh, Ces formules-là sont pas utiles. Ça donne rien d'avoir 10 formules différentes pour faire la même chose, là. Il suffit d'en avoir une qui est bonne puis de l'utiliser. Alors, celle que je vous ai donnée, elle est facile à utiliser et on n'a pas besoin des formules qui sont données à ces pages-là. Mais par contre, dans le solutionnaire, des fois, ça va arriver qu'ils vont les utiliser. Alors, ne paniquez pas, là, c'est tout simplement ils ont fait le choix de cette formule-là. Mais la formule que je vous ai donnée va aussi vous permettre de trouver la distance qu'il y a entre deux plans. Et pour terminer, donc, je vous suggère de faire les exercices suivants. Donc, la page 454, numéro 2, on vous demande de le faire aussi avec Cramer, mais ne le faites pas. Le numéro 3, les numéros 3 à 5, et la page 465, les numéros 1, 2 et 4.